Henry Ford, l'un des industriels américains les plus influents. Grâce à son entreprise, Henry a transformé la vie américaine et dans cette vidéo, nous allons apprendre comment il l'a fait depuis le tout début. De l'avis de tous, Henry Ford aurait dû être agriculteur. Né dans le Michigan à peine 20 ans après qu'il soit devenu un État, Henry a grandi à une époque où l'agriculture était lente, épuisante et manuelle, c'est pourquoi sans surprise il en est venu à la détester avec passion. La plupart des gens à l'époque n'avaient pas la chance de s'échapper là où ils sont nés. Henry a eu la chance d'avoir une telle opportunité. Vous voyez, le village dans lequel il est né était à seulement 8 miles à l'ouest de Détroit, qui devenait rapidement un centre industriel grâce à la machine à vapeur. Très tôt dans son enfance, Henry a découvert la technologie, avec laquelle peu d'enfants de son âge pouvaient s'amuser. Il bricolait les montres de ses voisins plus aisés et à l'âge de 12 ans, il ne pouvait pas simplement les démonter, mais aussi les remonter et les réparer. Son intérêt s'est transformé en une obsession lorsqu'il a pu observer de ses propres yeux une machine à vapeur en fonctionnement lors d'un voyage scolaire dans l'une des sociétés ferroviaires de Détroit. Au moment où Henry était devenu adolescent, la machine à vapeur faisait déjà son chemin dans la communauté agricole. Les batteuses au charbon et les scieries devenaient monnaie courante et Henry apprenait comment elles fonctionnaient et comment les réparer. À 16 ans, il fait un grand bond en avant, quand contre la volonté de son père il quitte son village pour aller travailler à Détroit, où tout jeune mécanicien peut facilement trouver un emploi très lucratif. L'industrie à Détroit était en plein essor, et ce depuis près de 5 décennies. En 1825, un canal avait été creusé reliant la rivière Hudson au Grand Lac, qui à l'époque était effectivement la frontière occidentale. Toutes les ressources inexploitées qui n'avaient aucun moyen de sortir pourraient soudainement être transportées par bateau à vapeur vers New York. En seulement 50 ans, la population de Détroit a été multipliée par 10 avec de vastes mines dans le nord produisant du cuivre et des usines de fer et de bois d'œuvre s'ouvrant pratiquement partout. Tout ce métal et ce bois ont soutenu près d'1 millier d'entreprises rien qu'à Détroit, y compris celles dans lesquelles Henry travaillera tout au long des années 1880. C'est à cette époque qu'Henry a appris par hasard l'existence du moteur à essence dans un magazine britannique. Il a été produit en petit nombre par un ingénieur allemand, Nicolaus Otto, et gagné du terrain en Europe, mais il était pratiquement inconnu en Amérique. Henry aurait la chance de travailler lui-même sur un tel moteur en 1889 et il reconnut immédiatement les avantages qu'il présentait. Parce qu'il n'utilisait pas de vapeur, le moteur était beaucoup plus léger, il se débarrassait de la lourde chaudière et de toute l'eau qu'elle contenait car il faisait toute la combustion en interne, un processus beaucoup plus efficace. Cela permettait également au moteur à essence de démarrer rapidement, alors que les moteurs à vapeur de l'époque avaient besoin de 30 minutes pour chauffer l'eau et générer suffisamment de vapeur pour démarrer. Le moteur à gaz était une innovation dont Henry est tombé amoureux, mais c'en était une qu'il ne comprenait pas complètement. Après tout, il avait une vaste expérience avec la vapeur et le métal, mais presque aucune avec l'électricité et le moteur à gaz a été démarré par une étincelle électrique. Pour obtenir cette connaissance manquante, Henry est allé travailler pour la branche locale de l'Edison Illuminating Company. Il produisait de l'électricité pour plus d'1 millier de foyers à Détroit et le faisait à l'aide de moteurs à vapeur. Henry était donc un candidat naturel pour eux. Chaque fois que les moteurs tombaient en panne, Henry devait les réparer, mais chaque fois qu'ils fonctionnaient, il était libre de faire ce qu'il voulait, c'était le travail parfait qui lui permettait de passer ses journées à expérimenter. Avec des moteurs à gaz. En 1893, alors qu'Henry avait déjà été promu ingénieur en chef chez Edison, il créa son premier moteur à essence fonctionnel. L'idée d'utiliser le moteur à essence pour créer une voiture sans chevaux était dans l'esprit d'Henry depuis qu'il en a vu une pour la première fois, mais faire de cette idée une réalité demanderait des années de travail. Construire une voiture dans un monde sans pièces automobiles n'était pas facile, et Henry a dû comprendre chaque détail par essai-erreur. Il lui a fallu 3 ans d'efforts constants pour produire ce quadricycle, un cadre simple avec un moteur à l'éthanol et 4 roues de vélo montées dessus. Il n'y avait que 2 vitesses et aucune n'était destinée à reculer, mais le pire était qu'elle n'avait aucun système de refroidissement à proprement parler, ce qui rendait la surchauffe un problème constant. Au cours de sa première année, Henry a apporté de nombreuses améliorations au quadricycle, notamment en ajoutant un système de refroidissement, et au moment où il l'a vendu en 1897 pour $200,
il avait parcouru 1 millier de kilomètres. Henry a construit un deuxième quadricycle, puis un troisième, en améliorant toujours la conception, avant de se sentir enfin suffisamment en confiance en 1899 pour créer sa propre entreprise. Capitalisée à 150 000 $, la Detroit Automobile Company était une entreprise très ambitieuse. Une grande partie de l'élite de Détroit y a investi, y compris les amis d'Henry de la société Edison, et tout le monde était impatient de voir ce qu'Henry pouvait créer avec un capital approprié. Le plan d'Henry était très intelligent puisqu'il connaissait de nombreux industriels de Détroit. À ce stade, il essaierait de construire une automobile qu'ils pourraient utiliser dans leurs entreprises. Il loua une usine et prévoyait d'embaucher une centaine d'ouvriers pour fabriquer son nouveau « wagon de livraison », comme il l'appelait. Mais il s'est avéré que construire des machines aussi complexes en grand nombre était beaucoup plus difficile qu'Henry ne l'avait imaginé. La grande majorité des pièces utilisées dans la fabrication du wagon de livraison ont été produites par d'autres sociétés et à chaque fois qu'une seule livraison était en retard, toute l'usine pas d'autre choix que d'arrêter de travailler. Le premier wagon de livraison a pris 6 mois à produire et pas plus de 20 ont été fabriqués au cours des 2 premières années d'existence de l'entreprise. À la fin de 1902, les autres actionnaires en avaient marre du manque de progrès d'Henry et votaient pour se débarrasser de lui. Maintenant, comme Henry ne détenait que 15% de l'entreprise, il n'avait d'autre choix que de se conformer, fait intéressant. Assez, l'homme qui a repris la Detroit Automobile Company finirait par se transformer dans Cadillac. Mais c'est une histoire pour une autre époque, ce qui compte, c'est qu'Henry a été expulsé de sa propre entreprise et n'avait que 1 000 $ à son actif. C'était de retour à la planche à dessin et cette fois, Henry adopterait une approche très différente. Au lieu de cibler les entreprises dotées de machines coûteuses, Henry concevrait un véhicule pour être utilisé par l'homme moyen. Vous voyez, à l'époque, pratiquement toutes les voitures étaient des articles coûteux, elles étaient principalement fabriquées par artisans qualifiés un à la fois et le plus souvent ont été conçus pour la course, ce qui était devenant rapidement une activité américaine préférée. Henry envisageait de transformer la voiture d'un symbole de statut social en une marchandise, mais le faire pas facile et il a fallu à Henry 20 itérations de conception différentes avant d'en obtenir une. Ça a marché. Henry a étiqueté son premier design comme modèle et s'est frayé un chemin à travers l'alphabet au cours des 5 prochaines années, soutenu par le capital de ses amis et de sa femme. Mais ce qui a le plus changé pendant cette période, ce n'est pas la voiture elle-même mais le processus de production. Henry a appris l'importance d'avoir une chaîne d'approvisionnement fiable lorsque sa première entreprise a fait faillite, c'est pourquoi cette fois-ci, il a essayé d'obtenir autant de pièces que possible du même fabricant. Celui qu'il a choisi vous semblera probablement familier, la Dodge Brothers Company, un atelier d'usinage à Détroit qui deviendra par la suite la marque américaine éponyme. Le plus grand changement de jeu de tous, cependant, a été la visite fortuite d'Henry dans une maison de rire, à Chicago. Il y a vu quelque chose d'intéressant, une chaîne de démontage, pour ainsi dire, où plusieurs ouvriers traitaient les carcasses se déplaçant le long d'une ligne. Henry a pensé qu'il pourrait utiliser le même processus, mais à l'envers, une chaîne de montage. En utilisant l'argent qu'il avait économisé sur certains de ses modèles précédents, qui étaient également assemblés par les frères Dodge, Henry a pu construire sa propre usine en 1904, où il a pu expérimenter le processus de la chaîne de montage. En 1905, l'usine Ford employait plus de 300 personnes qui construisaient 25 voitures par jour, mais Henry n'avait toujours pas tout compris, il produisait plusieurs modèles différents, en même temps qu'il empêchait d'utiliser correctement une chaîne de montage. Néanmoins, il y avait un signe des choses à venir, le modèle N-abordable, créé en 1906 est devenu la voiture la plus vendue aux États-Unis et Ford est devenu le plus grand constructeur automobile en Amérique. C'est en effet lors de la fabrication de ce modèle qu'Henry utilisera pour la première fois l'assemblage, processus en ligne pour assembler au moins partiellement certaines de ses voitures. Il ne s'agissait pas d'une chaîne de montage entièrement en mouvement, mais cette expérience a néanmoins permis de multiplier par 5 la production dans la même usine. La logistique, bien sûr, a été une autre grande partie du succès d'Henry. En 1905, il a créé le Ford Manufacturing Company, avec sa propre usine qui a commencé à fabriquer les moteurs et les transmissions des voitures d'Henry pour éliminer davantage toute possibilité de retard. Mais le plus grand facteur de succès d'Henry est venu de l'endroit peut-être le plus inattendu, le Pérou. Maintenant, c'est une histoire que vous n'entendrez nulle part ailleurs, alors écoutez attentivement. En 1907,
Henry a commencé la construction d'une usine de traitement thermique pour produire de l'acier au vanadium. Cet alliage était nouveau en Amérique, en fait, peu de fours aux États-Unis pouvaient même atteindre la température nécessaire à sa fabrication. La difficulté de le produire, cependant, en valait la peine car l'acier au vanadium était plus de 2 fois plus résistant que l'acier ordinaire tout en étant plus léger. À l'époque, la métallurgie du vanadium était une recherche de pointe, mais Henry avait une connexion extrêmement chanceuse, il était ami avec les 2 frères qui possédaient la seule mine de vanadium au Pérou produisant 92% de l'approvisionnement mondial. Joseph et James Flannery avaient commercialisé de l'acier au vanadium en Europe et aux États-Unis en le vendant à des compagnies ferroviaires, mais leur mine péruvienne produisait tellement de vanadium qu'ils ont dû en faire autre chose. Ils ont vendu de l'acier au vanadium au gouvernement américain pour la construction du canal de Panama, mais même cela ne suffisait pas. Lorsqu'ils ont rencontré Henry en 1906, ils lui ont immédiatement fait une offre, il l'aiderait à faire passer l'ensemble de son processus de fabrication à l'utilisation d'acier au vanadium. C'est leur ingénieur en chef qui a construit l'usine de traitement thermique pour Henry en 1907 et c'est leur entreprise qui a fourni à Ford tout le vanadium dont elle avait besoin pour ses voitures. La première voiture Ford conçue avec de l'acier au vanadium était le modèle T en 1908 et c'était ce alliage qui a fait son succès. Ce n'était pas la voiture la moins chère qu'Henry avait fabriquée, le modèle N et ses versions haut de gamme étaient moins chères. Mais ce n'était pas nécessaire car c'était de loin la meilleure voiture construite à l'époque, beaucoup plus fort que n'importe quel concurrent. La simple différence de qualité était le seul marketing dont Henry avait besoin et dans les semaines qui ont suivi la sortie du modèle T, Ford a reçu 25 000 commandes, même s'il n'a réussi à produire que 17 000 unités pour l'ensemble de 1909. Henry a réalisé à quel point le modèle T était un gros problème, c'est pourquoi il en a construit un deuxième, plus grande usine en 1910 et c'est là qu'il perfectionnera la chaîne de montage mobile, en 1913. Pendant cette période, la production double chaque année, en 1910, il construit 20 000 modèles. TS et seulement 6 ans plus tard, il en construisait plus d'un demi-million. Dans le même temps, Henry adopte une autre stratégie brillante, il ne cesse de baisser le prix de sa voiture pour augmenter encore sa part de marché. En fait, au cours de ces 6 années, il a réduit le prix du modèle T de plus de la moitié. En 1918, la moitié de toutes les voitures en Amérique étaient des modèles T et cette tendance se poursuivrait jusque dans les années 1920. Henry avait commencé une nouvelle ère dans l'histoire américaine, l'ère de l'automobile et c'était son entreprise qui allait dominer totalement au cours de ces 2 premières décennies. Ce n'est qu'à la fin des années 1920 que le reste de l'industrie automobile a rattrapé son retard. Henry, mais à ce moment-là, il était déjà l'un des hommes les plus riches du monde.